Écoutez-se. This the man known to you as Mishka? On aura tout vu, tiens. Allez, passez-moi la radio. ما تديروليش البوليتيك في الحمام. لا بالكم واش الفرق بيناتكم عند الرجال؟ والو. انتي باشي وانتي ديكابوتابل. Les faits remontent à 2017. Elle était en classe de BTS. Il nous a expliqué une théorie par rapport au 11 septembre. Soi-disant, les tours jumelles n'ont pas été détruites par un acte terroriste. Il est quelqu'un de passionnant, mais de très mystérieux. Je veux dire, un metteur en scène, pendant un film, c'est un surhomme. Il ose faire des choses. Il est un peu fou. Je crois c'est un mélange c'est un grec, un russe et un français. Et avec Michel Ray, Eliane Lucotte, Betty Gérard, Martine Libersart, une nouvelle victoire s'inscrit au palmarès des grands raids automobiles. Tout d'abord, Michel Ray, pourquoi avez-vous choisi Terre de Feu Alaska? Je pense que la raison principale qui nous a fait choisir cet itinéraire, c'est-à-dire Ushuaia, Anchorage, en passant par le Mato Grosso, et que pour 4 Parisiennes, les Amériques, et peut-être surtout l'Amérique du Sud, représentent beaucoup de mystères, beaucoup d'inconnus. Puis, 32 000 kilomètres s'inscrivent au compteur. La fin approche. Le 30 octobre 1965, le raid se termine à Anchorage par une victoire. Et maintenant, Michel Ray, pourquoi des Renault 4? Pour introduire rapidement donc, le service civique des jeunes, donc, il y en a un qui est malheureusement aujourd'hui absent parce qu'il a des problèmes familiaux, mais c'est donc 8 volontaires qui ont porté un certain nombre de missions donc, sur le territoire de Villeurbanne. Une des missions étant de préparer donc, cette rencontre avec ce couple assez mythique du cinéma mondial, on peut le dire. Et le principe consistait à se plonger très profondément dans le parcours de vie de ces deux personnes, au-delà de leur parcours professionnel, pour voir ce qui fait qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Donc les jeunes ont fouillé les archives d'Internet, les tréfonds d'Internet, ils ont trouvé des vieilles interviews, des vieilles vidéos, vous en avez vu quelques-unes pendant la petite vidéo de lancement.
Et donc, ils ont été mettre ça en miroir avec leur propre parcours, leurs propres interrogations. Et donc, ils vont maintenant vous présenter les questions que tout ce qu'ils ont trouvé pendant ces 2 mois de recherche a évoqué chez eux par rapport à leurs envies, à leurs projets. Et du coup, le principe, c'est que monsieur et madame Gavras vont répondre par rapport à leur parcours de vie pour essayer de les conseiller, répondre à leurs interrogations. Et du coup, je laisse la parole aux jeunes, que je laisse se mettre en place. Du coup, bonsoir, je m'appelle Kenza, j'ai 22 ans et du coup, j'ai eu quelques années un peu où je savais pas trop quoi faire après avoir fait une école militaire et maintenant, je me suis un peu retrouvée par hasard dans ce service civique, j'étais un peu perdue et voilà, du coup, me voici devant vous. Et du coup, pour ma première question, je vais vous parler d'une problématique que j'ai dans ma vie de tous les jours, c'est-à-dire que j'ai tendance à toujours me mettre dans une posture, d'analyser les gens. Quand je converse avec quelqu'un, j'ai tendance à plus l'analyser que entendre ce qu'il me dit, mais sans vraiment le percevoir. Je parle, je sais pas comment dire. Oh, je vais suivre ma feuille plutôt. Tu gardes une certaine distance, en fait. Ça crée une distance parce que tu peux pas vraiment profiter du moment. Merci. Oui, du coup, j'ai tendance à avoir peur en fait des gens et de me mélanger à eux. Du coup, je mets une distance et je prends du recul et ça fait que j'ai beaucoup de mal à développer des relations humaines parce que je les regarde plus comme des sujets d'observation que des personnes avec qui je peux m'ouvrir et échanger. Du coup, ça crée une distance. Et en étudiant vos vies, j'ai vu que vous aviez tous les deux dû prendre du recul, que ce soit vous, Michel, quand vous êtes par exemple parti au Vietnam pour étudier, c'était en tant que journaliste, donc c'était vraiment un travail de recherche, je suppose. Et dans votre livre, vous dites que vous le dédiez à vos amis. Donc vous avez également créé là-bas de fortes amitiés, je suppose, avec des GI et des Viet Cong. Pardon. Et vous, Costa, en tant que réalisateur, vous vous mettiez souvent dans une posture analytique, je suppose, pour rechercher de nouvelles idées, pour vraiment trouver des sujets de films qui vous correspondraient. Et du coup, je me demandais comment vous arrivez. Et en même temps, vous êtes connu, si je puis dire, pour créer beaucoup de relations humaines. C'est pas juste des sujets, mais également vraiment des personnes. Et je me demandais comment vous faites pour faire la balance entre être un observateur et en même temps créer des relations, être vraiment dans l'humain. Être un observateur, c'est aussi participer. Foncièrement, j'étais très timide au départ. J'ai d'abord une très mauvaise scolarité. J'ai quitté l'école à 14 ans, j'ai raté mon BEPC. Et pour moi, les distributions de prix, c'était une horreur, parce que j'avais toujours le livre de consolation. À l'époque, vous savez, il y avait une estrade, on distribuait des prix. Donc j'ai dû lutter contre ça. C'est un peu ce que tu as. C'est-à-dire que je regardais, mais j'étais en retrait. Mais comme je me suis mariée à 16 ans, un enfant à 17 ans et divorcée à 20, j'étais obligée de réagir contre ça. Donc, je suis allée vers les autres et j'ai cherché ma voie. J'ai tâtonné parce que quand on veut avoir à la fois une vie affective, avoir des enfants et une carrière, c'est difficile. Mais par exemple, tu parlais du Vietnam. Bien sûr, j'étais observatrice, mais on ne peut pas être seulement observatrice. Il faut aussi avoir de l'empathie, il faut aussi comprendre. C'est pour ça qu'après avoir passé 6 mois au Vietnam en tant que journaliste, avec une carte de presse, avoir participé tous les soirs au briefing fait par l'armée américaine, les corps de l'aviation, des marines, de la cavalerie aéroportée, des troupes sud-vietnamiennes, j'ai réalisé que je n'arrivais pas à connaître vraiment
les Viet Cong. En fait, les Viet Cong, c'est un peu négatif, ça veut dire les Vietnamiens communistes, mais ils n'étaient pas tous communistes, c'était des gens comme toi et moi qui avaient une idéologie et qui voulaient libérer leur territoire. Donc j'ai décidé de parcourir le Vietnam en voiture, pas pour faire un raid, mais pour apprendre à connaître l'autre, à connaître les vrais Vietnamiens. Parce que quand on était habillé en militaire, comme tu as pu voir sur le film, et qu'on rencontrait, on suivait une armée américaine, pour les Vietnamiens, on était l'ennemi. Donc, quand j'allais dans un camp de réfugiés, tout ça, les regards transpercés, les regards étaient loin. En faisant le voyage en voiture, je circulais avec les Vietnamiens. Je risquais avec eux la même chose, c'est-à-dire sauter sur une mine, être capturé, ce que j'ai été, mais j'ai surtout vu l'autre côté, c'est-à-dire ce qu'on ne voulait pas voir, c'est-à-dire des femmes, des enfants qui souffraient, qui survivaient. Et par exemple, j'ai passé 8 jours, un peu moins de 8 jours, à My Lai. My Lai, c'est un village qui a été complètement détruit par le lieutenant Calais et ses hommes, et qui a été un peu le début de la contestation américaine contre la guerre du Vietnam, parce que c'est sorti dans la presse et tout. Donc je voulais dire par là que c'est très important observateur, c'est bien, mais il faut des fois pleurer avec les autres, rire avec les autres. Est-ce que vous avez pas une technique, mais pour comment vous savez quand est-ce qu'il faut passer, parce que ça a un impact sur vous, surtout quand vous voyez ce que vous voyez. Comment vous arrivez à gérer cette... C'est très difficile. C'est très difficile, mais on trouve toujours des... Par exemple, quand j'étais avec les Viet Cong, comme on les appelle, enfin avec les familles, les enfants, j'avais toujours avec moi des cartes. J'avais des cartes pour jouer. Parce que quand je suivais les Américains, la guerre, c'est une attente, c'est une longue attente. Hein, on attend en avion, on attend tout le temps. Et puis tout d'un coup, il y a le contact. Bon, et là, on risque sa peau. Mais donc, dans ces attentes, je jouais au poker avec les Américains et j'avais les Vietnamiens, enfin, les Viet Cong m'avaient laissé, m'avaient pris toutes mes affaires, m'avaient donné un reçu, tout marqué, ma caméra, l'argent, m'avaient pris toutes mes affaires, m'avaient donné un pyjama noir, un chapeau vietnamien pour pas que je sois repéré par les avions américains. Matériel et reçus qu'ils m'ont donné, qu'ils m'ont rendu après, mais j'avais gardé mes cartes, ils m'avaient laissé les cartes. Et donc, les Vietnamiens, que ce soit de n'importe quelle couleur politique, sont très joueurs. Et donc, avec les Viet Cong, je jouais. Avec le commissaire politique m'avait donné un petit groupe, dont une femme, parce qu'ils estimaient que c'était plus facile d'avoir une femme dans le groupe, et on circulait de village en village pour essayer d'éviter les bombardements américains. Et donc, on jouait. Et je suis tricheuse, et les Vietnamiens encore plus. Donc, il m'avait donné un surnom en vietnamien qui voulait dire la tricheuse. Et quand on circulait dans les montagnes et qu'on rencontrait une troupe qui venait du Nord-Vietnam, souvent c'était des jeunes femmes qui transportaient des munitions, qui transportaient le riz, qu'on croisait comme ça, mais il y avait un murmure qui circulait qui disait « Ah, c'est la tricheuse ». Voilà. Donc, vous voyez, on avait ce genre de relation, mais il faut être réceptif. Par exemple, il y avait une vieille dame, une vieille paysanne à My Lai, donc, qui a été décimée ensuite par le lieutenant Calais, qui avait ses 2 enfants morts elle avait 3 garçons. 2 étaient morts, 1 pour la France,
contre la France et un contre les Américains. Et le troisième était parti au Nord-Vietnam et il ne savait pas où il était. Donc c'est discuter avec elle, voir avec les enfants, tout ça vous change la perception, vous font connaître. Vous savez, c'est comme vous avez une pièce de monnaie, vous avez pile et face. Tant que vous voyez pile, vous ne savez pas ce qu'il y a de l'autre côté. Mais quand vous commencez à tourner la pièce que vous voyez face, vous ne pouvez plus éliminer qu'il y a face. D'accord. Tu veux poser une question à Costa? Ben, non, c'est... non, c'est que j'ai peur d'entamer sur les questions des autres. Du coup, si je continue à parler... Bah, du coup, je pourrais avoir votre opinion sur vous, en tant que vos expériences en tant que réalisateur, si... Écoutez, d'abord, bonsoir à tout le monde. Je voulais vous dire que c'est une question extraordinaire. Pas seulement parce que vous me demandez, c'est là, on me l'a souvent posé, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites avec les acteurs, avec les gens, etc. Mais le fait que vous avez associé votre problème à ce que moi je pense et comment je le vois, je trouve ça formidable. Je trouve que c'est une façon de poser des questions vraiment par rapport à ce qu'on ressent. Ce n'est pas des questions qui viennent des livres, ça vient de soi-même. Écoutez, moi j'ai le même problème que vous, et depuis toujours. Et comme immigré, encore plus. Parce qu'on voit les personnes, on dit qui c'est, ou quelle est, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'il veut, au premier abord. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on se pose cette question, on n'écoute plus ce qu'il vous dit, ou très peu. On part dans son univers à soi et son problème à soi. Et ça m'arrivait souvent. C'est une chose à combattre, je crois, parce que c'est vrai au départ, il faut être comme cela, il faut comprendre, essayer de comprendre qui est en face de nous, c'est très humain, c'est même une chose pour toutes pas seulement les personnes, mais même pour les animaux. Ils ont probablement ces sentiments, il faut comprendre. Donc, je pense que il faut observer, il faut écouter. J'ai écouté, j'ai observé, et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il dit ou qu'est-ce qu'elle dit? Et j'essayais de comprendre ce qu'elle disait et pourquoi elle le disait ou il le disait. Voilà. Et je pense qu'il est essentiel. Mais ça n'est pas un défaut d'avoir cette distance, d'être avec soi-même pour comprendre. Évidemment, il ne faut pas que ça devienne une chose permanente, parce que là, on n'écouterait plus personne. On vivrait complètement avec soi-même. Ça peut arriver aussi. Là, on peut devenir poète, écrivain ou tout ce que vous voulez. Voilà. Alors, en ce qui me concerne, c'est vrai que quand je suis arrivé en France, je parlais mal le français. Il a fallu donc essayer de comprendre d'abord la langue, comprendre qu'est-ce que disaient les gens, et puis peu à peu comprendre comment ils étaient, comment ils réagissaient, et pourquoi ils réagissaient comme ça face à moi. Et ça m'a beaucoup libéré. Mais je continue à penser la même chose, à être pareil quand je rencontre des gens que je ne connais pas. À partir du moment où on les connaît. Alors évidemment, je suis arrivé à un jour où il fallait avoir des acteurs pour mes films. Pourquoi cet acteur ou cette actrice, pourquoi pas une autre ou un autre? Là, ça devient un vrai problème avec soi-même et avec le scénario qu'on a écrit ou qu'on a coécrit. Et qu'est-ce qu'on a dit? Que fait le personnage? Comment il est? Alors là, il faut vraiment connaître l'acteur, parler avec lui ou avec elle, avoir vu ce qu'elle a fait ou ce qu'il a fait, et trouver une sorte d'entente entre les deux. Et à partir du moment où on commence à travailler ensemble, là commence une autre aventure. Commence une aventure formidable parce que moi, je vois les choses d'une certaine manière, l'acteur ou l'actrice la voit d'une autre manière. Donc, j'écoute, je me méfie, parce que j'ai ma vision à moi et je ne veux pas qu'on me vole la vision, qu'on me pose une autre vision. Parce que dans un film, chaque acteur, chaque actrice, chaque technicien même, à tous les niveaux, ils ont leur vision. Mais si on laisse les visions des uns des autres passer, ce n'est plus les films de moi, même si je me trompe, c'est les films de tout le monde, d'un comité, d'une dizaine de personnes. Voilà, là, il a une relation très intéressante de comprendre et de convaincre. De se convaincre d'abord, et puis convaincre l'autre aussi que c'est pas comme ça, ou pas comme ça, ou je ne vous ai pas compris. Répétez. Voilà. Mais je ne pense pas que ça soit un défaut.
Je pense que c'est une situation naturelle. Je ne vais pas faire votre psychanalyse, hein, mais je parle de moi, là. Je pense que c'est un défaut que j'avais, que j'ai continué à avoir, comme je vous disais, mais j'essaye de l'approfondir et d'arriver à une sorte d'entente avec l'autre, parce que finalement, on vit avec l'autre. Hein. Quoi qu'on dise, on vit avec l'autre, on vit avec tous les autres, ceux très proches, et puis les autres lointains aussi. Et chacun a ses idées, sur tous les plans, que ce soit sur le plan humain, quotidien, sur le plan politique, sur le plan religieux. Et on ne peut pas être pareil. Personne n'est pareil à l'autre. Et je ne veux pas que l'autre m'impose son idée, et je ne vais pas lui imposer le mien. Il faut trouver un pont. Il faut établir un pont pour se comprendre mutuellement et s'accepter. Sinon, c'est la guerre permanente. Eh ben, merci pour vos réponses. Et du coup, je vais laisser la parole à Hugo, qui va poser sa question. Bonsoir, moi c'est Hugo, j'ai 19 ans. Et ce dont j'ai envie de vous parler, c'est du fait d'avoir un moteur dans sa vie. Moi, pendant longtemps, j'ai eu un moteur. Ce que j'appelle un moteur, c'est à la fois un but et une raison de vivre, un objectif. Moi, pendant longtemps, c'était la science. J'étais passionné par la science, donc j'avais envie d'en faire mon métier, pourquoi pas. Et c'était j'ai toujours été obsédé par l'idée de comprendre le sens des choses, le pourquoi de la vie, espèce de grande question un peu floue de pourquoi la vie, pourquoi l'univers, machin. Et je me suis dit que la science était le moyen pour comprendre. Je me suis dit, la science, c'est l'art de comprendre des choses, donc si je deviens scientifique, je pourrais sûrement comprendre le sens de la vie, le sens de l'univers. Un peu ambitieux, je sais. Et du coup, avec le temps, ce moteur, cette passion, c'est un peu amenuis. Et aujourd'hui, je suis beaucoup moins passionné que ce que je pouvais être à une époque. Et j'ai aussi abandonné l'idée enfin, peut-être pas entièrement abandonné, mais disons que c'est plus dans mes projets immédiats de faire des études dans la science, parce que je suis également un piètre élève. Ce qui m'intéressait le plus, c'est la science physique, et docteur en physique, c'est un bac +9. Donc quand on a de justesse son bac, c'est un peu compliqué. Et donc aujourd'hui, j'ai du mal à avancer, parce que j'ai perdu ce qui donnait son sens à ma vie un peu. C'était cette idée de comprendre et cette passion, c'était vraiment ça, c'était un moteur, c'est ça qui me faisait avancer. Et aujourd'hui que j'ai perdu ça, j'ai du mal à me projeter, à être motivé et à être passionné pour quoi que ce soit d'autre. J'ai pas réussi à trouver un autre moteur. Et je me demandais si vous, peut-être, ça vous est peut-être arrivé un jour, de perdre un objectif, de perdre une motivation. Et je me demande si ça vous est arrivé, comment vous avez fait pour surmonter ça, pour retrouver de la passion, pour retrouver de la motivation. Écoutez, moi, j'ai vécu dans un pays où il n'y avait aucune possibilité à mon époque. Ça a changé relativement depuis. Et ma passion, c'était de fuir ce pays, parce qu'il ne proposait rien du tout. Et j'ai fait toutes sortes, toutes choses pour pouvoir fuir. Et j'ai découvert un jour que la seule chose, c'était les études. Et j'avais des parents, j'avais une mère qui disait il faut étudier, il faut prendre. On a 3 frères, on a fait des études parce qu'elle a insisté malgré la pauvreté qu'il y avait, etc. Bon. Donc j'ai appris un jour que les études étaient gratuites en France. Donc j'ai fait tout ce que j'ai pu pour venir en France. Et là j'ai trouvé une passion. J'ai trouvé une passion, les études, et peu à peu en avançant dans les études, j'ai découvert le cinéma, que je ne connaissais pas ou très mal, à la Cinémathèque française, à côté de la Sorbonne, à la rue d'Ulm. J'ai vu des films, je me suis dit, au cinéma, on ne fait pas que des cow-boys et des films d'action comme j'en avais vu, on fait aussi des films sérieux comme c'est au théâtre, des tragédies, des belles histoires comiques, des belles histoires humaines, etc. etc. Et j'ai décidé, voilà, la passion est née peu à peu. La passion est née peu à peu et elle a pris vraiment feu, je peux dire, quand je suis allé à l'école du cinéma, à l'IDEC, Institut des hautes études cinématographiques, et j'étais accueilli très bien, on m'a accepté, et j'ai découvert comment on pouvait faire du cinéma. À l'IDEC, on apprenait surtout la technique à l'époque. Maintenant, la FEMIS, la nouvelle école qui est la continuation de l'IDEC, est beaucoup plus vaste, beaucoup plus complexe. À l'époque, il y avait... Voilà, la passion est venue. Je pense qu'il faut avoir une passion, et il faut avoir une passion, pas une passion pour se dire je veux devenir très riche, non, pour remplir ses journées avec quelque chose qui vous intéresse. Voilà. La science, c'est formidable. Je pense que la science a changé le monde et continue à le changer quand elle est utilisée d'une manière correcte et humaine.
pas quand on fait des bombes atomiques, etc., pour tuer les autres. Alors, je crois que là, il faut trouver sa passion, il faut cultiver sa passion. Cultiver sa passion comme cultive une petite plante comme ça, on met de l'eau tous les jours, etc., et puis peu à peu, elle monte. Et il faut se dire aussi qu'il y a quelque chose avec laquelle on vit toute sa vie. C'est pour ça que cette passion, il faut la cultiver, pas seulement la cultiver, mais aussi la nourrir en permanence avec des choses nouvelles, etc. Sinon, on est... Alors, on parle de... Vous avez dit le mot « le sens de la vie ». J'entends ça depuis que je suis tout petit, dans tous les sens, et avec des commentaires de toutes sortes. Il y a un sens dans la vie, c'est qu'on vit entre 70, 80, 90 ans, ou plus, c'est pour certains. Et il y a, pour moi personnellement, n'est-ce pas, on vient du néant, on repart je ne sais pas où, au néant. Donc il faut essayer de les vivre pour soi, le mieux possible, mais pour les autres aussi. Il ne faut pas être un ennemi pour les autres, il ne faut pas être un obstacle, il ne faut pas être un drame, il ne faut pas être quelqu'un qui rend la vie des autres malheureuse. Voilà, c'est ça l'essentiel. Et à l'intérieur de ça, il faut trouver comment on mène sa vie. Je pense que c'était important, parce qu'après, sans passion, grande ou moyenne, ou petite même, mais avec un point de vue dans la vie, on avance et on va jusqu'à ses 80 ans, ses 70, 80, voilà. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est ça. Et toi, tu ne veux pas reprendre des études, par exemple? Actuellement, je m'en sens pas capable, puisque déjà, quand il y a des professeurs qui sont là pour m'engueuler quand j'ai pas fait un devoir ou quand j'ai pas fait quelque chose, j'avais du mal à être motivé pour travailler. Et en fac, être entièrement autonome et devoir se motiver soi-même, je suis sûr d'avance que dans mon état actuel, j'en suis totalement incapable et que j'arriverai pas à étudier dans le cadre de la fac. Tu as le bac? Oui. Oui. Donc, tu n'es pas sûr de toi, en fait. Mais je suis à la fois pas sûr d'y arriver et à la fois plus sûr que c'est ce que je veux vraiment. Puisque ce qui m'a motivé, ce qui a déclenché ma passion pour la science, déjà que j'étais enfant, hein, c'était cette idée de vouloir tout comprendre. Et quand j'ai réalisé au fur et à mesure que je ne pourrais jamais tout comprendre, je me suis demandé si c'était pas malsain pour moi et que si j'allais dans la science, j'allais peut-être, même si je réussissais, même si je sais pas, à 60 ans, j'étais un scientifique, que j'avais fait des choses, que j'avais découvert des choses, que j'avais réussi, j'aurais toujours pas compris le sens de la vie ou le sens de l'univers, a priori. Et du coup, je me suis dit, je vais me sentir incroyablement vite, quoi. Si je me retrouve à 60 ans et à me dire tout ce que j'ai fait, j'ai toujours pas compris, j'ai toujours pas ma réponse, j'ai toujours pas la finalité. Et c'est ça qui me fait douter, de me dire, est-ce que ma passion pour la science, elle est pas guidée par les mauvaises raisons, en fait. Et oui. Ces deux choses-là, c'est à la fois l'idée de me dire que je suis pas sûr que ce soit pour les bonnes raisons que je sois passionné, et de pas savoir si je peux réussir les études, qui fait qu'au fur et à mesure, même ma passion pour... Avant, je lisais beaucoup plus d'articles, je consommais beaucoup plus de contenu scientifique que maintenant. Donc au-delà de ça, ma passion s'est amenuie d'elle-même. Donc peut-être que c'est ce que vous me disiez, peut-être que je ne l'ai pas assez nourrie, cette passion. C'est peut-être ça le problème, je ne sais pas. Il faut trouver une autre. Moi, il faut que tu trouves une autre passion. Moi, par exemple, donc, j'étais mariée de 16 ans à 20 ans, j'habitais en Afrique noire. Et j'ai vu... Ma conscience politique s'est éveillée là-bas. Mais quand j'ai divorcé, 20 ans, un enfant, je ne savais pas quoi faire. Mais je savais qu'il fallait que je m'en sorte. Par hasard, tout à fait par hasard, je suis rentrée chez Chanel. Vraiment, il faut savoir aussi prendre la chance, parce que j'aurais très bien pu dire, voilà, Chanel, qu'est-ce que c'est? Moi, en tant que provinciale, ayant vécu 4 ans en Afrique, mes parents pensaient presque que c'était la rue Saint-Denis. Voilà. Donc... j'ai été fascinée pendant 1 an, mais au bout d'1 an, je savais que je ne pouvais pas continuer là. Mais il fallait que je cherche quelque chose, mais quoi? Pas de diplôme, un fils, donc il fallait quand même que j'ai un certain niveau pour... je ne sais pas, si on est seul, on peut vivre dans une chambre de bonne. Avec un enfant, il faut un peu plus de moyens. Et c'est comme ça, en essayant de m'en sortir, comme j'aimais conduire, puisque j'avais appris, je conduisais depuis l'âge de 16 ans en Afrique, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire Théâtre Alaska, enfin
d'essayer de créer quelque chose pour m'en sortir, le raconter, le faire. Ça a été long, puisque j'ai dit tout à l'heure, il a fallu 2 ans. Mais de tâtonnement, d'angoisse. Une fois que j'ai eu fait Terre de Feu Alaska, et pour moi, c'était vraiment un moyen de m'en sortir. On avait un peu oublié que j'avais été mannequin chez Chanel, que je n'avais pas de diplôme, tout ça, puisque j'avais réussi quelque chose. Mais faire quoi? Donc, journaliste. Et puis, donc j'ai couvert, je suis allée au Vietnam, au Moyen-Orient, en Amérique latine, à Cuba, ça. Mais au bout d'un certain temps, mariée, 2 enfants, puis 3 enfants. C'est mon premier fils qui avait 15 ans. J'avais 2 enfants avec Costa, 12 mois d'écart. C'était très difficile de concilier tout. Et je ne voulais pas m'occuper de politique française. Donc je suis rentrée en dépression quand même pendant 1 an, en cherchant comme toi, mais quoi trouver comme autre passion? Et c'est un hasard qui a fait que le patron du cinéma cubain, les Caïques, qui avait créé le cinéma cubain, qui était un compagnon de Fidel Castro, et qui était d'ailleurs le seul homosexuel ministre à Cuba, où les homosexuels étaient combattus, qui est venu un jour à Paris et qui me dit, écoute, voilà, on veut faire un film d'après un grand livre d'un grand auteur cubain. On aura du tournage à Cuba, au Mexique et à Paris. Et comme, parce qu'on avait déjà une maison de production, mais ce n'était pas une maison de production active, c'était juste pour que Costa ait des pourcentages sur ses films, il me dit, tu vas t'occuper, tu vas être notre coproducteur français. Alors je lui dis, mais écoute, je ne connais rien, je ne sais pas la différence entre un directeur de production, un régisseur. Il me dit, quand tu vas dans un pays, tu apprends. Tu ne sais pas tout quand tu arrives. Quand tu arrives au Vietnam, tu ne savais pas tout. Ben, tu vas apprendre. Et c'est comme ça que je suis devenue productrice. C'est-à-dire que j'ai commencé un film de 28 semaines de tournage. Aujourd'hui, la moyenne, c'est 7 semaines. 28 semaines de tournage, 3 pays, ne sachant pas qu'est-ce que c'était un directeur de production, un régisseur. Eh bien, j'ai tout appris sur le terrain. C'est-à-dire qu'à la fin du film, un électricien, un machinot, un soundman, un ingénieur du son ne pouvait pas me raconter de bobard. Je savais de quoi on parlait. C'est-à-dire qu'il faut avoir l'envie. Parce que je pense qu'une femme de ménage, j'ai une femme de ménage polonaise d'origine qui adore ce qu'elle fait. Elle aime ça. Elle le fait comme si c'était moi qui le faisais. C'est-à-dire qu'elle va te nettoyer là où je me suis dit, tiens, il faut nettoyer là. C'est-à-dire qu'on peut faire n'importe quoi, mais il faut aimer, il faut avoir la passion. Il faut la chercher, cette passion. Parce que tu t'es braqué là-dessus, mais tu peux très bien demain t'intéresser à autre chose. Il faut que tu sois ouvert. Et il faut que tu sois prêt à saisir les opportunités. C'est ça la chose importante. Essayer de ne pas rester sur le passé. Essayer avoir confiance en soi, c'est difficile. Je ne peux pas dire qu'aujourd'hui même j'ai confiance en moi. Au fond. Je donne l'apparence du contraire. Des fois, je me persuade que j'ai confiance en moi, mais je suis toujours sur le qui-vive. Et donc, je pense que c'est... Les gens qui disent c'est comme si, c'est blanc, c'est noir, je me méfie. Mais il faut que tu apprennes à avoir un peu plus confiance en toi et à être ouvert sur des opportunités, n'importe quoi. J'essaye. C'était le but de service civique, justement, c'était d'essayer de découvrir, de tenter quelque chose. Donc, moi, je voudrais juste ajouter une chose. Nous vivons dans une société où partout, on met en avant l'argent et la réussite. Pas la réussite, la superbe réussite, les milliardaires, enfin, tous ces gens. Ou alors les grandes stars qu'on voit un peu partout. C'est pas ça la vie. Hein. La vie des millions de gens, c'est une vie, comme j'essayais de le dire avant, simple, quotidienne. On travaille, on est sa famille, etc. Je veux dire que
avec des différentes passions. Et il ne faut pas se dire, il faut que je trouve quelque chose pour devenir un grand ceci ou un grand cela. Ça vient ou ça ne vient pas. Et très souvent, ça peut ne pas venir. Eh bien, il faut continuer comme on le souhaitait au début. Mais l'objectif, à mon avis, l'objectif, ce n'est pas devenir un grand. Ce n'est pas devenir un riche. Je pense que ça devrait être ça l'objectif. Malgré, comme je disais avant, que tout nous incite dans ce sens-là, tout nous pousse dans ce sens-là, dans notre monde, dans nos environnements. Non, je pense qu'il faut une vie réussie avec soi-même, je crois, essentiellement. Je pense pas être attiré par la réussite au sens où on l'entend en général. Moi, ce qui me motivait, c'était vraiment l'idée de comprendre quelque chose qui n'a jamais été compris, quoi. Pas forcément... ce qui m'intéresse, c'est pas forcément l'image de la réussite ou l'argent. C'était vraiment l'idée de réussir à comprendre profondément les questions fondamentales de la vie et de l'univers, quoi. Mais oui, je pense que vous avez raison, peut-être que c'est un peu... Et la science, c'est le meilleur moyen de comprendre la vie. Hein. J'espère. D'avoir des réponses à beaucoup de choses. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Mélodie. Du coup, je m'appelle Mélodie, j'ai 22 ans, et je vais vous parler de la distance émotionnelle. Donc c'est quelque chose qui me pose problème dans la vie professionnelle comme personnelle. Par exemple, dans la vie professionnelle, pendant longtemps, je voulais être chirurgien pédiatre, mais je me suis rendu compte que si un jour je tuais un de mes patients, je m'en remettrais jamais. Donc j'ai changé de parcours de vie, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis perdue. Et dans la vie personnelle, en fait, pendant très longtemps, j'ai été beaucoup attirée par des personnes au passé douloureux, avec des problématiques de vie lourdes, parce que ça me donnait un moyen d'être utile, en fait. Parce que j'arrivais pas vraiment à trouver ma place dans la société, et donc en aidant les autres, j'avais une certaine place. Sauf qu'en fait, à force de faire ça, je me mettais dans le rôle de sauveuse. Ce qui fait que le malheur des autres, je l'absorbais beaucoup. Et donc moi, au lieu de m'épanouir, je devenais de plus en plus triste, en fait. Et donc, au final, j'arrivais plus à comprendre comment être aimée sans sauver les gens. Enfin, aimer profondément, on va dire, par les personnes proches de moi. Et du coup, depuis le service civique, je commence à prendre conscience, je pense que j'ai bien pris conscience qu'au final, ce genre de relation, ça ne me va plus. Et qu'il faut effectivement que je mette de la distance émotionnelle dans ma vie professionnelle et personnelle, parce que des fois, du coup, je fais pas ce que je veux faire par peur d'être trop atteinte. Et en plus, je me suis rendu compte que je sauvais personne et je me sauvais encore moins moi-même, donc au final, ça servait pas à grand-chose. Et du coup, je voulais savoir, parce que moi, quand j'ai vu votre vie, ça m'a vraiment choquée, en positif, sur l'aspect... sur les combats que vous faites, en fait, et que vous faisiez. Puisque, en fait, je pense que vous êtes une belle image de ce qui est de combattre des idées, de porter des combats. Et du coup, je voulais savoir, en fait, comment vous faites pour, par exemple, traiter des injustices, aider les autres, parce que vous êtes des personnes très humaines, donc j'imagine que vous êtes très empathique aussi. Et donc, comment vous faites pour continuer à être utile à la société et aux autres, tout en vous préservant et restant plutôt stable dans votre vie? Écoutez, moi, j'ai fini l'IDEC dont j'ai parlé avant, à votre âge. Okay. Voilà. Et je suis devenu... L'IDEC m'a aidé pour être stagiaire dans un film. C'était les bonheurs de voir comment ça se faisait. Et c'est vrai que j'ai compris très vite qu'il fallait être dans le film, comme stagiaire, savoir tout, et voir tout et tout faire. Bon, très vite, je suis devenu deuxième assistant et puis premier assistant. Et c'est vrai que j'étais très heureux. Je ne pensais pas devenir... J'ai jamais pensé comme étranger, surtout à l'époque, les étrangers en France pouvaient être producteurs, etc., mais metteurs en scène, c'était impossible. Même assistant, c'était très difficile. Donc, je me trouvais formidablement heureux avec ça. Je gagnais bien la vie, etc. Je n'ai jamais pensé devenir metteur en scène. Et puis, par hasard, un jour, je suis tombé sur un livre. Par hasard, je l'ai lu. Et sans avoir les droits ni quoi que ce soit,
j'ai fait l'adaptation comme un exercice. On dit, si on faisait un film avec ça, ça serait comment? J'ai posé là. Alors, j'ai donné à une secrétaire à lire. Elle a, pour les taper, parce que j'écris à la main, elle a tapé, elle a donné au chef du studio. C'est parti comme ça. Je veux dire qu'au départ, je ne savais pas, je ne me disais, je me suis jamais dit, je vais devenir un grand metteur en scène, ou je vais faire ceci, cela. C'était impensable pour quelqu'un comme d'où je venais et comment j'étais. Voilà. Si vous voulez, ça ne vient pas tout de suite. Ça, c'est une adaptation très longue. Mais il faut voir autour de soi et s'intéresser aux gens. Ce que j'ai appris très vite, c'est m'intéresser aux gens, d'être gentil le plus possible avec les autres, aimer les autres, à tel point qu'un jour, j'étais deuxième assistant, une personne qui s'occupait de l'acteur, pour le costume de l'acteur, il m'a dit, toi, tu es trop gentil pour être honnête. C'était une gifle. Mais j'ai continué à être gentil et essayer de comprendre les autres, essayer d'être avec les autres. Voilà, je pense que, j'essayais de le dire tout à l'heure aussi, il n'y a pas d'autre chose. On peut rendre malheureux des autres et on peut les rendre heureux. Voilà. Rendre tous heureux, c'est pas facile. Il faut rendre heureux de la famille, déjà, c'est déjà pas mal, c'est pas facile. Mais je pense qu'il faut considérer les autres avec je dirais pas amour. J'entends des gens qui disent « moi j'aime tout le monde ». Non, on n'aime pas tout le monde, on aime quelques personnes. Mais on respecte les autres. On respecte ceux qui sont, on respecte ceux qui pensent, et on leur parle et on les considère avec respect. Je pense que c'est ça, en tout cas, moi c'est que j'ai compris ça depuis toujours, et je crois que c'est avec cette idée-là que je suis allé en avant et que j'ai continué à aller en avant et que j'irai jusqu'au bout comme ça. Mais du coup, vous arrivez à vous préserver quand, par exemple, des proches à vous souffrent. Ça a quel impact sur vous? Non, quand mes proches à moi souffrent pour une raison ou pour une autre, j'essaye de faire tout pour qu'ils ne souffrent pas. Voilà, c'est cette espèce de... Et ça n'est pas... C'est un comportement quotidien. Ça n'est pas du jour au lendemain qu'on apprend ça. Et ça vous épuise pas? Non, c'est pas épuisant. Non, à partir du moment où on vit comme ça. Non, c'est pas... Bah, évidemment, on ne peut pas prendre sur le dos les problèmes de tout le monde. Hein. Mais quand on le fait, comment on fait pour plus le faire? Non, parce qu'il faut se préserver aussi. Écoutez, on a soi-même. Voilà, absolument. Je pense que ce que tu veux dire, c'est... Toi, tu es très influençable. Non, je ne pense pas. Pas influençable, mais tu souffres pour les autres. Profondément. Des injustices, des injustices principalement. Oui, bien sûr. Je pense que Ecossa et moi aussi, on souffre des injustices. Et quand il y a des choses très personnelles, bien sûr qu'on souffre beaucoup. Ça peut arriver. Parce qu'il n'y a pas de vie, c'est pas la mer calme tout le temps. Hein. Il y a des orages, il y a des tempêtes. En fait, je pense que ce que Mélodie voulait dire, c'est que vous êtes allé au contact en fait, de problématiques difficiles, que ça soit au Vietnam, que ça soit en Palestine, dans des situations difficiles avec des gens qui souffrent, que vous aviez devant vous dans votre quotidien. Oui. Et comment vous gérez en fait comment pas vous faire bouffer par le difficile. malheur. C'est difficile. C'est difficile parce que, regardez en ce moment ce qui se passe en Palestine, ça me touche, j'imagine, mais en même temps, on a la vie qui continue. Et moi, je pense que toi, tu devrais essayer de moduler ça, mais en même temps, je pense que si tu travaillais dans une ONG, par exemple, tu serais bien. Non, tu aimerais pas? Je veux bien un contact. Non, parce qu'il faut aussi des gens qui sont à l'écoute, et toi tu es à l'écoute. Alors, évidemment, il faut que tu apprennes à séparer un peu la souffrance des autres et ta souffrance à toi. Voilà, c'est ça qu'il faut arriver à moduler. Mais je pense, d'après ce que tu m'as dit, d'après tout ça, c'est que tu en as besoin aussi. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus te dire « Ah non, je vais travailler dans une banque. » Ah non, voilà. Ça n'arrivera pas. De 8h à midi et de 2h à 6h. Voilà. Donc, il faut que tu ailles vers ce que tu es, mais en essayant
Mais ça, c'est la vie, petit à petit, qui va t'apprendre. Mais il faut que tu ailles dans ce que tu es. Je voudrais ajouter une chose. Vous avez dit, ou ça a été dit, qu'on est très gentil, on accepte tout le monde. Non, moi, j'ai rendu des gens malheureux. Quand j'ai choisi des acteurs, j'ai 3 ou 4 acteurs à choisir pour un rôle. Il y a des autres qui sont malheureux ou malheureuses. Hein. Voilà. Donc, on est face à ces choix-là en permanence. Pourquoi je les rends malheureuses? Parce que je pense à mon problème à moi, de l'acteur. Parce qu'il y a moi là. Il y a le moi qui joue un rôle important. Donc, je le rends, tant pis. C'est un jeu dans la vie comme ça. On ne peut pas tout donner, c'est impossible. Il faut lâcher, il faut en prendre. Merci beaucoup. Et du coup, pour ma dernière question, je vais vous parler déjà de mon parcours scolaire, parce qu'il faut savoir que j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à l'école, parce que j'ai un gros problème de concentration déjà, et plein d'autres raisons. Du coup, j'ai quitté, entre guillemets, l'école, j'ai fui plutôt le système scolaire, c'est-à-dire que j'étais toujours scolarisée, mais je suis allée vivre chez mon père, du coup, sur un bateau, et je suivais les cours par correspondance. Du coup, j'avais plus tout ce qui est l'encadrement scolaire et tout ça, et ça fait que, déjà, quand on habite sur un bateau, on est relativement seul. Un bateau au port ou tu circulais dans le monde? Je circulais pas dans le monde, je circulais plus dans l'océan Indien. Dans l'océan Indien. C'est déjà le monde. C'est une partie du monde. Mais... Oh, oui. Oui, c'est mieux. Et du coup, habiter sur un bateau, t'es avec ton père, mais t'es quand même très seul et très coupé de la société. Et quand je suis rentrée en France, pour passer mon bac, que je n'ai pas eu d'ailleurs, mais quand je suis rentrée en France, j'ai pas réussi à me réintégrer à la société. C'est-à-dire que je comprenais pas, j'avais pas les codes et j'avais pas tout ça. Du coup, j'ai pas réussi à rentrer, parler avec les gens. C'était compliqué. Et du coup, j'ai passé quelques années à me questionner un peu, à me poser beaucoup de questions, à faire des tentatives d'approche chez les autres qui n'aboutissaient pas. Et du coup, je sortais... Tu as quel âge? J'ai eu 22 ans, il n'y a pas longtemps. Du coup, j'avais du mal... En fait, j'ai développé une sorte de peur, de phobie, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, d'aller vers les autres, de la société, de l'extérieur, qui fait que j'étais un peu coincée et la moindre des responsabilités m'effrayait. J'arrivais pas à commencer à me projeter ou vraiment j'étais bien coincée. Et je me suis rendu compte qu'une des raisons qui me coinçait, c'est parce que j'avais une sorte d'objectif zéro risque que je m'étais inconsciemment implanté dans la tête. C'est-à-dire que si je ne connaissais pas toutes les causes ou tous les effets de mes actions, je ne voulais pas prendre le risque de me lancer. Du coup, ça fait que vu que tu contrôles rien, tu fais pas grand-chose. Parce que moi, j'avais un problème de contrôle vraiment absolu. Je voulais tout contrôler. Du coup, j'avais du mal à faire quoi que ce soit. Et je voulais vous demander, vous qui avez fait beaucoup de projets assez risqués où, franchement, on ne peut pas vraiment savoir toutes les problématiques qui vont survenir au niveau... vous ne pouvez pas contrôler ce qui va arriver. Du coup, je me demandais comment vous faisiez tous les deux pour vous lancer pour accepter la perte de contrôle dans vos projets, dans ce que vous faites. Par exemple, vous, le voyage des 4L, on pouvait rien... on pouvait prévoir... on pouvait savoir à peu près d'où on partait et où on arrivait, mais on ne pouvait pas prévoir tout ce qui pouvait se passer pendant le trajet ou voilà. Non, tu as raison, mais en même temps, j'avais tout étudié. C'est-à-dire que c'est pas que je voulais avoir le contrôle sur tout, je ne peux pas avoir le contrôle sur tout dans une aventure comme ça. Mais je ne suis pas partie un jour en me disant, voilà, je pars. J'ai quand même étudié.
l'histoire politique, historique de chaque pays, l'état des routes, quand même, et comment dire, j'avais une équipe, mes coéquipières, qui avaient à peu près, surtout Eliane, avec qui je partageais la voiture, parce après on se changeait un peu, mais c'était surtout avec Eliane, et on avait la même vision de la vie, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'inconnus. Il faut l'accepter, l'inconnu. Il faut l'accepter, mais se dire qu'on va pouvoir réagir. Le point de départ de Terre de Falaska, ça a été que le pitch, comme on dirait aujourd'hui, à l'époque il n'y avait pas de pitch, hein. Il n'y a même pas le mot, je ne sais même pas ce que ça voulait dire. C'était 4 jeunes femmes, 2 voitures. Et je pense qu'en même temps, cette idée nous protégeait. Hein, parce que je vois quand on était sur la route entre Belém et Brasilia, c'est-à-dire en travers l'Amazonie, hein, les arbres enfin coupés, et la route, il y a 50 ans, venait juste d'être ouverte, et il y avait seulement les camionneurs repris de justice qui acceptaient de faire cette route, parce que la route, enfin, les Indiens fléchaient encore, les voitures qui passaient, puisque la route les avait éloignés, décimés. Je prenais le risque, on prenait le risque. Mais je ne pouvais pas, je ne contrôlais pas. À un moment donné, il faut, mais d'une certaine façon, être sûr un peu de ses réactions si le danger vient. Quand par exemple, j'ai voulu aussi traverser le Sud-Vietnam en voiture pour aller à la rencontre des Vietnamiens, j'ai un ami photographe qui était aussi originaire de Nice d'ailleurs, qui travaillait pour une grande agence Gamma, Christian Simon-Pietri, qui avait voulu venir avec moi. Et je lui avais dit non, parce que d'abord je pense qu'être une femme seule, c'est plus de chance si je suis prise par les Vietcong, s'il y a un accrochage, si... Et face au danger réel, parce qu'au Vietnam c'était quand même le danger réel, la réaction de 2 personnes peut être négative pour l'autre. Hein? C'est-à-dire qu'on peut, face au danger, ne pas avoir les mêmes réactions. Et donc être négatif pour l'autre, et donc je ne voulais pas avoir la responsabilité pour lui, et je me sentais, instinctivement, je me sentais plus sûre seule. Mais ça, c'est l'instinct. Il y a la connaissance, il faut aussi savoir se laisser aller, et puis il y a une sorte de 6e sens, sur lequel il faut que peut-être tu fasses plus confiance. Parce que là, par exemple, tu en es où? Tu veux faire quoi? Alors, là, qu'est-ce que ça t'a apporté cette année? Cette année, j'ai consolidé mes projets, on va dire. Et du coup, moi, ce que je voudrais faire, c'est l'armée. L'armée? Oui. Oui. Non, c'est bien. Je voulais pas vous le dire. Ah, mais non, il faut le dire. Il ne faut pas avoir honte. Du coup, oui, je voudrais rentrer dans l'armée. Et ça m'a aidée parce que du coup, j'ai pu un peu faire ma préparation physique, me renseigner. Oui. Et vu que je voulais être sûre de pouvoir aller où je veux aller, je me suis... Et tu veux faire quoi? Alors, dans l'armée, tu veux l'armée de terre? L'armée de terre, infanterie. Oui. Et physiquement, tu es... Je suis pas encore opérationnelle, mais j'y travaille. Oui. Mais oui. Donc, tu as un projet. J'ai un projet. J'ai toujours eu un projet. L'armée, c'était... depuis que je suis... On m'a demandé... la première fois qu'on m'a demandé ce que je voulais faire, c'était l'armée, et ça a toujours été l'armée. Et pourquoi? Tu as analysé ça? Alors pourquoi? Je dirais parce que déjà, j'ai grandi à Mayotte, mon enfance, en tout cas, ce dont je me souviens. Et j'étais assez proche de la Légion étrangère, des légionnaires. Et moi, je les admirais quand je les voyais courir dans la rue. C'était vraiment... Tout le monde se moquait, mais moi, j'étais en mode... Oh. C'était où, à quel endroit? À Mayotte. Oui. Du coup, Oui. Taoudzi, c'est une ville. Et aussi parce que une personne que j'admirais était légionnaire et du coup avait fait l'armée. Et c'était, il était devenu mercenaire, mais de base, il était légionnaire. Et il me racontait un peu ses aventures et ça m'a toujours
fasciné. Genre, c'était un personnage vraiment profond qui avait un sens humain qui m'a toujours touchée. Et du coup, ça m'a consolidé dans mon projet. Mais donc mercenaire aussi. Il a été mercenaire, enfin il est mercenaire actuellement. Oui, je m'enfonce. Mais un bon mercenaire. Parce qu'il y a des bons mercenaires. Non, en fait, il me raconte. Enfin, en tout cas, la façon dont il me racontait les choses, c'était plus. Il apprenait à se battre à des gens qui pouvaient pas se battre, et c'était plus des. Enfin, c'était plus des choses, des projets que j'admirais. Après, je sais pas s'il me disait tout, mais en tout cas, de ce qu'il me disait, c'était ça piquait mon intérêt et je l'admirais. T'étais un peu amoureuse de lui? Oula, non, il avait 60 ans. Ça, Il avait 60 ans et il est encore mercenaire en ce moment? Ah oui, mais... Ah, très motivé. Ah, motivé. Il a quitté la Légion tard. Mais... Et donc, tu as déjà contacté l'armée? J'ai déjà eu des contacts avec l'armée. Mais... de base, je devais m'engager il y a 2 ans. Mais ils ne voulaient pas de moi. Et pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais en même temps en train de finir mon bac. Du coup, je l'avais déjà raté et je devais le repasser. Oui. Et ils me disaient, nous, on préférait que tu aies ton bac. Du coup, ils m'ont un peu forcé la main pour que je le repasse, que j'ai encore raté, du coup. Donc, c'est vrai que ça aurait été pratique de rentrer dans l'armée. Tu devrais le passer cette année, parce que ça va être plus facile. Oui, ma mère est dans l'Assemblée, du coup. Voilà. Je pensais qu'il fallait le bac pour entrer dans l'armée. Non, ah non, c'est sur concours, il faut... C'est sur concours. Ouais, il y a des tests physiques, concours psychotechnique, de l'anglais, du français, ça dépend de ce que tu veux faire, mais il ne faut pas forcément le bac. Donc tu te sens apte de passer le concours? Psychotechnique, ça va. Physique, il faut encore vraiment... J'aimerais avoir un niveau maximum pour pouvoir vraiment choisir où je vais et pas qu'ils me mettent n'importe où. Ouais. Mais... Non. En tout cas, c'est un projet. C'est pas un projet que... je pense qu'il... Oui. Mais... C'est un projet. Ne tombons pas dans la gaudriole. Hein. Il y a un problème dans nos sociétés, il faut une armée. Et il faut une armée, et il faut avoir... C'est mieux d'avoir beaucoup de femmes dans l'armée plutôt que de putschistes qu'on a eu toujours. Voilà. L'armée peut changer. L'armée n'a pas le rôle qu'il avait dans le temps d'aller faire la guerre ici et là. Pas beaucoup, pas autant, mais protéger le pays. Je pense que les femmes doivent entrer partout, autant que possible, parce que ça va beaucoup, beaucoup améliorer. Voilà. Merci. Je pense qu'ils ne signeront pas des papiers comme celui qu'on a... Enfin, des pétitions comme celle qui a circulé, là, qui circule toujours d'ailleurs, parce qu'il y a des anciens putschistes qui ont des rêves de domination. Merci pour votre réponse. On est à peu près dans les temps, de façon extraordinaire. Du coup, on peut faire une petite pause, mais une petite pause si quelqu'un veut aller aux toilettes, etc. Et on reprend dans exactement 5 minutes. J'ai mon chronomètre pour la deuxième série de questions. On va changer les interlocuteurs. Merci.